Le plus grand rendez-vous télévisé au Bénin pour télévivre le Bénin agricole. Mesdames et messieurs, nous y sommes et vous y êtes également devant votre petit écran. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler des menaces, n'est-ce pas, qui pèsent sur la sécurité alimentaire en Afrique et au Bénin. Notre invité est déjà installé en plateau. On va se retrouver tout de suite, juste après ceci. Menace à la sécurité alimentaire en Afrique et au Bénin entre le poids démographique et les systèmes de production agricole. Et nous recevons pour la circonstance Dominique Délégbé. Il est le chef de la cellule technique de suivi et d'appui à la gestion de la sécurité alimentaire. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Prudence. Allez, déjà, quand est-ce qu'on parle de sécurité alimentaire ? Merci beaucoup, Monsieur Prudence. Il faut savoir qu'il y a sécurité alimentaire lorsqu'une population a à tout moment, disons, la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive pour satisfaire ses besoins et préférences alimentaires afin de mener une vie saine et active. D'accord. Et ce n'est pas fini. Ça, c'est une définition, disons, générique de la sécurité alimentaire. Mais il faut savoir que quand vous regardez dans la définition, il y a des mots-clés. Oui. Il y a des mots-clés. On a dit à tout moment. On a dit mener une vie saine et active. On a dit préférence alimentaire. On a dit également alimentation suffisante, nutritive. Donc, cette définition fait référence à 4 piliers que couvre le concept de sécurité alimentaire. Le premier pilier, c'est la disponibilité. La disponibilité, ça fait référence à tout ce qui est production, mais pas seulement production. Il y a aussi tout ce qui est importé, tout ce qui est don, tout ce qui est aide alimentaire. Tout ça, là, on met dans la disponibilité. Donc, si le pays arrive, disons, à capitaliser tout ça, là, et à se suffit pour, disons, les besoins en alimentation, on dira que ce pilier est satisfait. D'accord. Le deuxième pilier, c'est l'accessibilité. L'accessibilité qui revêt 2 dimensions. Il y a l'accessibilité physique. C'est-à-dire le produit, il est là, mais il faut aller le chercher. D'accord. Il faut aller le chercher. Si vous n'avez pas la possibilité ou bien la capacité d'aller le chercher, là, vous n'avez pas accès à ça. Par exemple, vous avez le produit qui est disponible dans un marché, mais il y a un fleuve ou bien un cours d'eau qui vous barre la voie. D'accord. Vous ne pouvez pas y aller. Donc, l'accessibilité physique est menacée. Exactement. Ou bien, il y a, vous savez, on est en saison pluvieuse, il y a inondation. L'exemple que j'ai, qui est encore frais dans ma mémoire, c'est il y a le pont de Guinée qui a rompu, par exemple. Et qui ne permet pas à la population d'accéder facilement à la commune de Karimam. Exactement. Si vous voyez. Si d'aventure, il y avait des productions qui sont là, il y a un marché qui était alimenté là, ça veut dire que la population ne peut pas aller chercher le produit. Exactement. Ça veut dire que l'accessibilité physique dont on parle n'est pas atteinte. L'autre volet de l'accessibilité, c'est l'accessibilité économique. Ça, c'est le pouvoir d'achat. Le produit peut être disponible en quantité et même en qualité, mais vous n'avez pas l'argent pour acheter. Quand vous prenez l'exemple de nous autres qui sommes en ville, on ne produit rien, mais on mange tout le temps. On mange même plus que les paysans. Ceux même qui produisent. Peut-être que vous avez déjà mangé 5 fois aujourd'hui, je n'en sais rien. Bon. Alors qu'on ne produit pas. Donc si on n'avait pas l'argent, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne pourra pas accéder. Parce que dans la société financière qui fait recours, disons, au pouvoir d'achat est important. S'il y a une population qui n'a pas de l'argent pour acheter de la nourriture, ça veut dire que cette population aussi est menacée par rapport à ce pilier. Le troisième pilier, c'est la qualité. La qualité, ça fait référence, disons, à ce que nous mangeons. Il faut que l'aliment soit vraiment sain. Sain en matière d'innocuité. Parce que ce qu'on ingère, il faut que ça nous donne de la santé au lieu de nous rendre malades. Est-ce que vous voyez? Vous-même, ce que vous mangez, si vous mangez quelque chose qui est peut-être contaminé, vous allez attraper la diarrhée tout de suite. Donc, la qualité fait référence à vraiment tout ce qui est aliment sain, propre à la consommation. Et la 4e dimension, c'est la stabilité. Vous savez, et ceux qui ont pensé vraiment à ces 4 piliers, c'est des sachants. Parce que vous pouvez avoir le produit
en quantité suffisante, vous pouvez avoir le pouvoir d'achat pour accéder si vous ne produisez pas, vous pouvez avoir la qualité, mais si vous l'avez sur 1 mois, sur 2 mois, alors que l'année compte 12 mois, les 10 autres mois, là, vous allez faire quoi? Non. Donc, il faut que ces 3 dimensions-là soient stables dans le temps pour qu'on puisse vraiment dire qu'on est en sécurité alimentaire. D'accord. Voilà. C'est tout de même très clair. Alors, M. Dedegbe, nous sommes dans un contexte où le pouvoir d'achat, n'est-ce pas, vous en parliez à l'instant, des populations est assez faible. Il faut oser le dire. Alors, et ceci est face à une flambée des prix des denrées alimentaires. Est-ce que, voilà, en ce moment, on pourrait se demander quel est l'état actuel de la sécurité alimentaire, ou du moins de l'insécurité alimentaire, je précise? Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. L'un ou l'autre, que vous parlez de sécurité, mais insécurité alimentaire, on finit toujours par se rejoindre. D'accord. Voilà. Il faut dire que le dernier rapport issu de l'analyse de l'insécurité alimentaire aiguë au Bénin, suivant, disons, la démarche analytique de l'outil cadre harmonisé d'identification et d'analyse des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce rapport a révélé, à partir de mars 2023, où l'analyse a été faite, qu'aucune commune, en tout cas au Bénin, sur les 77, aucune commune n'est en situation de famine. N'est en situation de famine. D'accord, on va peser les mots. Aucune commune n'est en situation d'urgence, c'est-à-dire on ne déplore pas des déficits alimentaires massif ni des mortalités liées à l'alimentation en situation d'urgence. Aucune commune également n'est identifiée en situation de crise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déficits qui pourraient entraîner vraiment l'épuisement des avoirs. Est-ce que vous voyez? Mais cependant, ça c'est au niveau communal, niveau commune. On n'a pas trouvé ça. Mais cependant, l'étude a révélé, en tout cas l'année a révélé que nous avons à peu près 81% de la population qui se trouve en sécurité alimentaire. En sécurité alimentaire. Sécurité, 81%, c'est-à-dire ces populations n'ont pas besoin de développer des stratégies outre mesure pour pouvoir se nourrir. Tout ce qu'il faut faire par rapport à ces populations, c'est de veiller à ce que ces populations, les moyens des ne soient pas menacés. L'étude a révélé que nous avons 14,35% de la population qui se trouve cette fois-ci en sécurité alimentaire limite. Sécurité alimentaire limite, ça veut dire quoi? Quand on dit limite, vous êtes à la limite. Ça veut dire quoi? Au moins du choc. Aussi petit qu'il soit, ces populations vont basculer en insécurité alimentaire. D'accord. Est-ce que vous voyez? C'est assez clair. Vous voyez, non? Et vous savez, actuellement, avec la guerre russo-ukrainienne, avec ses conséquences, tout ce que ça engendre. Donc, cette population, si on y prend garde, peuvent basculer en insécurité alimentaire. Mais là où on doit peut-être s'attarder, c'est les populations qui sont en insécurité alimentaire, disons, que l'année a révélé. Donc, nous avons à peu près 4,2% de la population du Bénin qui se trouve dans cette situation. Et quand on parle d'insécurité alimentaire, il y a les deux, il y a le modéré et le sévère. Donc, c'est les deux qui font 4,2%. Pour l'insécurité alimentaire sévère, c'est moins d'1% de la population qui se trouve dans cette situation. Et pour ces gens-là, il faut vraiment de l'assistance immédiate, en tout cas pendant que l'étude se faisait, et également renforcer leurs moyens d'existence, renforcer leur résilience également. Je crois qu'on va en revenir, mais tout de suite, quels sont les facteurs qui indiquent qu'il y a menace sur la sécurité alimentaire? Ok, merci beaucoup. Il y a plusieurs facteurs. Je vais les citer, après je vais revenir pour le développement. Nous avons les conflits. Nous avons l'insécurité civile. Nous avons les chocs. Nous avons, disons, l'accès à l'eau qui n'est pas potable, à l'eau impropre à la consommation. Nous avons également, disons, les mauvaises politiques agricoles. Si je prends par exemple les conflits, je parlais tantôt de la guerre russo-ukrainienne. Cette guerre, vous savez ce que ça a entraîné? Ça a entraîné ce que nous avons vraiment la rupture au niveau des chaînes d'approvisionnement. Exactement. Vous savez, actuellement, pour ce qui concerne certaines céréales, notamment le blé, l'Afrique importe beaucoup le blé de ces deux pays-là, qui sont vraiment de grands producteurs pour le blé. Mais avec cette guerre-là, avec la rupture de la chaîne d'approvisionnement en cette denrée alimentaire, ça veut dire quoi? Les pays africains n'ont pas pu accéder à ce produit-là. Ce qui a fait que ceux-là qui ont déjà pris l'habitude de consommer du blé
alors là, ils ont un problème. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas seulement le blé. Vous avez l'engrais aussi. L'engrais, ces deux pays aussi sont de grands producteurs d'engrais. Mais sans engrais, en tout cas, dans notre agriculture conventionnelle qui utilise l'engrais, on ne peut pas produire, en tout cas, pas en quantité suffisante. Donc, cette guerre aussi a créé vraiment, disons, une rupture de l'approvisionnement des pays africains en engrais. Vous allez voir que pendant que la guerre a commencé en 2022, la flambée du prix de l'engrais, que nous appelons l'urée, l'engrais azoté, a été vendu à 40 000 francs le sac de 50 kilos. 40 000 francs, alors qu'autrefois c'était à 14 000. Vous voyez? Donc voilà, pour ce qui concerne les conflits, ce que ça peut engendrer. Si vous prenez par l'insécurité civile, je vais rester un peu dans notre espace sous-régional avec, disons, le terrorisme qui sévit dans le Sahel. Vous êtes bien au courant de ça. Avec cette insécurité civile, les populations sont obligées de se déplacer pour pouvoir fuir, disons, les djihadistes. Mais ce sont ces populations que nous appelons les personnes déplacées internes, les PDI. Ces populations qui se déplacent pendant qu'ils avaient tous leurs moyens de subsistance, tous leurs moyens de production, ils laissent tout ça, ils s'en vont. Qui va produire? Personne. Ça veut dire quoi? Ceux qu'ils vont manger ne vont pas trouver. Ceux qu'ils vont nourrir en produisant aussi ne vont pas trouver. Puisqu'il n'y a pas de production. Forcément, est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez déjà ce que ça engendre. Non seulement ça, pour ceux-là qui ont la chance de rejoindre notre pays, c'est-à-dire les réfugiés dans leur lieu d'accueil, s'il n'y a pas les conditions, qu'on le veut, il n'y a pas les conditions qu'il faut pour pouvoir bien se nourrir, même s'il y a les assistances. Est-ce que ceux-là se retrouvent vraiment dans une situation précaire? Est-ce que vous voyez? Donc, le phénomène de djihadisme, même les marchés sont fermés. Quand il y a une sécurité civile quelque part, aller dans le Sahel, tous les marchés sont fermés. Si les marchés sont fermés, même si le produit est disponible, vous ne pouvez pas l'acheter. Vous irez où pour acheter? Les marchés sont fermés. Vous ne pouvez pas. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne l'insécurité civile. On va aller très rapidement dans le développement pour quand même gagner en temps. Ok, d'accord. Pour les chocs, je vais aller très rapidement. Pour les chocs, nous avons trois types de chocs. Nous avons les chocs biophysiques qui sont liés, disons, au phénomène de changement climatique. Je donne un exemple banal, les inondations. Les inondations, quand vous avez une inondation, quand une parcelle cultivée est inondée, cela va de ça que vous perdez les cultures. L'exemple simple, pour l'année 2022, nous avons perdu près de 65 000 hectares. Ouais, dans 40 communes. Et quand on a, disons, évalué les pertes financières, ça a évalué à près de 109 milliards de nos francs CFA. C'est conséquent quand même. C'est important. Est-ce que vous voyez? Les chocs, je vais aller rapidement, les chocs économiques. Les chocs économiques liés, disons, à la flambée des prix. Depuis 2 ans, c'est la flambée généralisée des prix de tous les denrées alimentaires, pratiquement. Si vous n'avez pas, disons, je suppose que vous avez 200 francs pour acheter, disons, un tongolo de maïs, mais si le tongolo devient 400, ça veut dire que vous achetez 2000 kilos maintenant. Exactement. Vous voyez, il y a un problème. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous voyez? Et vous avez maintenant les chocs que nous qualifions de idiosyncratiques. Ça, c'est des chocs qui sont internes, disons, au ménage. Ce n'est pas lié à un choc externe ou bien à une action interne. C'est par exemple la mort, par exemple, du chef de ménage. C'est lui qui détient, disons, l'autorité, c'est lui qui donne à manger à tout le monde. S'il meurt, cette famille va tomber en insécurité alimentaire. Même un divorce, si c'est les deux qui contribuent pour alimenter, disons, le ménage, s'il y a divorce, le seul qui est là ne peut plus alimenter le ménage. Donc voilà un peu ce type de chocs qui peut vraiment, disons, constituer des menaces pour l'insécurité, pour la sécurité alimentaire. Alors, dans votre développement, j'ai pas senti un aspect très important. Il s'agit du poids de la démographie. Est-ce que cela aussi pourrait constituer une menace à la sécurité alimentaire? Bon, là, c'est pratiquement un col que vous me lancez là, parce que, bon, on peut dire que cela va de soi que quand il y a plus de bouches à nourrir, forcément, il faut disposer de plus de nourriture. Exactement. Ça semble être trivial. Et moi, je dis simplement, à notre niveau, nous avons fait un scénario très rapidement. Nous avons évalué, disons, le taux de couverture de nos besoins, ça c'est pour le Bénin, de nos besoins par les productions nationales de grande consommation, telles que les céréales, les légumineuses et les racines tubercules. Nous avons constaté qu'on a fait, disons, le scénario de 2014 à 2030. On a fait le scénario comme ça. On a vu que de 2014 à 2019, on avait un taux de couverture
qui dépassait les 130%. Wow. Pour 2022, on était à 138%. Est-ce que vous voyez? Maintenant, constatez qu'à partir de 2019, on a fait un bond, on est allé à 2000, près de 200% de taux de couverture de nos besoins avant de redescendre encore vers 138% en 2023. Okay. Mais quand on a le scénario allé jusqu'en 2030, on s'est stabilisé autour de 161% de taux de couverture avec, disons, la croissance de notre population actuelle. Si on l'a actualisé jusqu'en 2030 et aussi la production, le taux de croissance de la production que nous avons. Ouais. Donc, voilà les taux que nous avons. Nous avons fait maintenant l'effet contraire. On a dit, bon, on suppose que la population est restée pratiquement stagnante. Ça n'a pas évolué. Ouais. Mais la production a quand même évolué. Nous avons remarqué qu'en 2030, nous sommes allés jusqu'à 200% de taux de couverture. Ça veut dire quoi? Si la population est stagnée, on aurait à avoir plus de taux de couverture. Alors que si la population croissait au fur et à mesure, ça va être moins. On se dit, ben, si c'est ça, au lieu de dépenser de l'argent, parce que c'est des ressources qu'il faut engager pour pouvoir améliorer la production jusqu'à atteindre ce niveau. Forcément. Au lieu de dépenser de l'argent pour pouvoir atteindre ce niveau-là, on pouvait, disons, soit épargner une partie de ces ressources-là pour faire autre chose, pour faire d'autres besoins, si la population ne croissait pas. Est-ce que vous voyez? Oui. Et même les 200% que nous avons pu calculer, nous pouvons exporter ces produits-là, puisqu'on a dépassé nos besoins, on peut les exporter et avoir des devises. Ça, c'est pour la production végétale, pas les produits de grande consommation. Mais quand on va maintenant au niveau des autres sous-secteurs, la production halieutique, notre taux de couverture, c'est autour de 39%. Quand je prends les viandes, toutes catégories confondues, les viandes, c'est autour de 81%, le lait, c'est autour de 27%. Est-ce que vous voyez? Les œufs, c'est autour de 97%. Donc, on voit que nous n'avons pas encore la capacité de couvrir nos besoins actuellement avec cette population. D'accord, d'accord. Merci déjà. J'ai bien envie d'avoir votre regard sur nos systèmes de production agricole. Est-ce que selon vous, cela a une garantie? Est-ce qu'on pourrait avoir une garantie de la sécurité alimentaire? Oui, vous savez qu'au Bénin et en Afrique en général, le secteur agricole est dominé par de petites et de moyennes exploitations, orientées vers la polyculture, à laquelle on associe, disons, le petit élevage, le petit ruminant, la volaille ou bien le porcin. La taille moyenne de nos exploitations, en tout cas les petites et moyennes, c'est autour de 1,7 hectares. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ces conditions, on se dit, est-ce que ce système de production peut vraiment permettre d'assurer la sécurité alimentaire? Est-ce que ça peut? Mais rappelez-vous, je l'ai dit tantôt, par rapport aux productions végétales de grande consommation que nous avons atteint 138% pour 2022 et au-delà pour les autres années. Ça veut dire quoi? Même avec ce système-là, on arrive quand même à couvrir nos besoins. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Actuellement, le gouvernement a mis en place des pôles de développement agricole qui sont vraiment dotés d'outils. Pour chaque filière, il y a des outils qui sont développés pour pouvoir faire la promotion de ces filières-là. Et je crois que avec tous les investissements qui se font actuellement et la spécialisation des cultures par pôle, je pense que nous sommes, il y a de l'avenir. On peut vraiment assurer la sécurité alimentaire avec nos productions, nos systèmes de production. Voilà. Alors, de plus en plus, l'agroécologie est adoptée par les sites de production, dans les champs et autres. J'aimerais bien avoir également votre regard sur ce fait. Est-ce que vous pensez qu'il est fiable de l'adopter en masse auprès de tout producteur? Ok. Vous savez que le premier défi identifié par notre document de politique, c'est-à-dire le plan stratégique de développement du secteur agricole. Le premier défi, c'est la couverture des besoins de consommation, que ce soit sur le plan alimentaire, industriel, par la production locale. Par la production locale, c'est le défi, ça. Et pour pouvoir y arriver, le plan, disons, a identifié un objectif qui lui a associé un objectif. Le premier objectif même, c'est vraiment de développer, disons, des moyens pour pouvoir, disons, couvrir ses besoins avec la production nationale en pratiquant une agriculture durable. En faisant en sorte que les exploitations soient durables, soient gérées de façon durable. Et quand on parle de gestion durable, l'une, disons, des méthodes ou bien
des pratiques qu'on peut faire, à qui on peut faire appel, c'est l'agroécologie. C'est l'agroécologie. Donc, ça vous dit quoi que nous sommes en plein dedans. Ouais. Déjà, l'agriculture traditionnelle que nous pratiquons, l'agriculture de type familial, c'est déjà une agriculture pratiquement agroécologique. Puis cette agriculture-là, on utilise très peu d'intrants. En tout cas, les intrants, les engrais minéraux, les engrais chimiques, bien les pesticides, ça dit très peu. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est comment on va faire pour améliorer nos pratiques. Justement, je pensais vous demander un peu quelle place est-ce qu'il faut accorder, il faut attribuer à l'agroécologie à l'échelle paysanne. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire aux paysans pour qu'ils sortent de cette façon de faire l'agriculture, qui est l'agriculture traditionnelle, et qu'ils viennent maintenant à l'agroécologie? Non, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut renforcer leurs capacités. Oui. Vous savez, les paysans, ils ne sont pas bêtes, ils ont des connaissances, mais il faut, disons, renforcer ces connaissances en leur montrant les pratiques. Vous savez, les pratiques agroécologiques telles que vraiment qui se fondent vraiment sur la gestion de la terre, la gestion durable des terres, la gestion intégrée de la fertilité des terres. Oui. C'est des pratiques qu'il faut enseigner aux producteurs. L'assolement, la rotation des cultures, la semis directe sous couvert végétal, c'est des pratiques qu'il faut enseigner aux producteurs pour dire, avec ça, vous pouvez vous en sortir. Les gens pensent que quand on parle d'agroécologie, c'est seulement de petites superficies, mais non, on peut faire l'agriculture à grande échelle. Est-ce que vous voyez? Exactement. Et mieux, l'agroécologie permet de régler un problème fondamental, c'est la qualité de nos aliments. Vous savez, quand vous avez une pratique agroécologique, le produit qui sort, c'est vraiment un produit sain. Est-ce que vous voyez? Et vous le vendez plus cher. Ça veut dire quoi? Même si... Est-ce que ce n'est pas là qu'il y a le problème, quand c'est vendu plus cher? Oui. Est-ce que ce n'est pas là qu'il y a le problème? Parce qu'on se dit, si on produit et on vend ce produit plus cher, est-ce qu'on aura la clientèle? Non. En fait, tout est question d'information de la population, de l'éducation de la population. D'accord. Bon, actuellement, je crois qu'ils ont réglé le problème en Europe. Eux n'ont pas ce problème-là. Au contraire, eux, ils cherchent à tout prix des produits sains, des produits bio. C'est ça qu'eux, ils cherchent. Ils n'ont plus ce problème. C'est nous, en Afrique, comme on n'a pas un grand pouvoir d'achat, on cherche à manger en quantité, on s'en fout de la qualité. On s'en fout de la qualité. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça le problème. Mais je crois qu'avec l'éducation nutritionnelle, avec l'information, on peut arriver à convaincre les populations de dire non, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Vous pouvez manger peu et satisfaire vos besoins, que de manger en quantité et vraiment altérer votre santé. Donc, je pense que l'un dans l'autre, ces pratiques-là, il faut les enseigner à nos producteurs pour pouvoir leur permettre vraiment d'améliorer, disons, la gestion durable de leur exploitation. D'accord. Allez, Dominique Dédégbé, pardon, vous êtes le chef de la cellule, je rappelle, de la cellule technique de suivi et d'appui à la gestion de la sécurité alimentaire. On va finir par cette question. Oui. Aujourd'hui, au Bénin, qu'est-ce qui est fait par le gouvernement pour pallier, n'est-ce pas, à d'éventuelles menaces à la sécurité alimentaire? Merci, Monsieur le Président. Je crois que le gouvernement fait beaucoup de choses. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Le gouvernement fait beaucoup de choses. Et je vais vous donner quelques exemples. D'accord. J'ai parlé tantôt de la création de 7 pôles de développement agricole. Oui. Et dans chacun de ces pôles, on a installé des agences territoriales de développement pour mettre en œuvre l'approche territoriale basée sur les filières. Ça veut dire quoi? Actuellement, avant, c'était seulement la culture cotonnière qui bénéficiait de toutes les subventions, toutes les intentions de l'État. Ouais. Actuellement, les produits vivriers, les produits de rente bénéficient de grands moyens de la part de l'État. Pour chacune de ces filières, il y a un programme qui a été développé qu'on appelle Programme de développement des filières, le PNDF, qui montre comment on peut développer chaque filière, depuis les semences jusqu'à la récolte. Donc, tout ce qu'il faut mettre en œuvre. Donc, le gouvernement a déjà fait, et c'est déjà mis en place, et ça donne déjà les résultats. Est-ce que vous voyez? Il y a aussi, disons, des mesures transversales telles que les aménagements hydro-agricoles. Actuellement, le Bénin a déjà commencé, même les études sont déjà faites pour certains bas-fonds, envisage d'aménager 50 000 bas-fonds pour en maîtrise d'eau totale, pour la production végétale et pour aussi l'élevage et les productions halieutiques. Est-ce que vous voyez? En matière d'accompagnement des producteurs, le gouvernement fait beaucoup de subventions. Surtout avec la guerre russe et avec la flambée des prix de l'engrais, le gouvernement a subventionné beaucoup l'engrais pour que les producteurs puissent accéder à ça. Est-ce que vous voyez? Les producteurs accèdent à ça, mais le coût n'a jamais changé. Si.
Le coût a changé. Actuellement, l'engrais à 14 000. Non, je ne parle pas de l'engrais, je parle des denrées alimentaires, des produits agricoles qui sont mis sur le marché. Oui, effectivement. Ça coûte quand même. Vous savez, il y a le prix d'une denrée, que ce soit alimentaire ou autre, est déterminé par la loi de l'offre et de la demande. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si l'offre dépasse la demande, les prix baissent. Si le contraire, si c'est la demande qui dépasse, les prix augmentent. Ouais. Donc, c'est la rencontre de ces deux-là qui fixe le prix. Voilà que tout le monde a besoin de manger, tous les Béninois ont besoin de manger. C'est ça, mais le gouvernement, je vous ai dit, je n'ai pas fini. Ouais. Même pour pouvoir atténuer la tension au niveau des prix, le gouvernement a mis en place d'autres mesures telles que la suppression de la TVA sur certaines denrées alimentaires telles que le riz. Est-ce que ça suffit? Non, c'est pas fini, mais c'est déjà des mesures qui ont donné, disons, fait des preuves. Ouais. Par contre, même pour renforcer l'offre au niveau national, vous savez que nos frontières sont poreuses avec la sortie massive de nos produits. Le gouvernement a réfléchi, a trouvé l'idée ingénieuse de mettre des taxes sur certaines denrées alimentaires à l'exportation. Okay. Et ça fait que ces pays-là qui viennent chercher nos denrées très rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a freiné cette sortie incontrôlée de nos produits. Ce qui a fait que l'offre à l'interne s'est renforcée et a joué quand même sur la baisse des prix. S'il n'y avait pas ces mesures-là, les prix que vous voyez maintenant, ce serait plus que ça. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a plusieurs autres mesures. Il y a aussi une autre mesure, vous permettez rapidement, c'est la mise en place, en tout cas le renforcement des cantines scolaires. Après la mise en place du programme d'alimentation scolaire intégré. Ça, ce programme est très important parce que actuellement, ce programme couvre 75% des écoles primaires pour près de 5500 écoles et pas déjà plus d'1 million d'écoliers. C'est très important. Et le gouvernement a été qualifié de champion en matière de cantine scolaire, d'alimentation scolaire, par le PAM à son siège. Il y a quand même des efforts qui sont fournis. Donc, le gouvernement est quand même en train de faire des efforts. Allez, merci bien, Monsieur Dominique Dedegbe. Je rappelle que vous êtes le chef de la cellule technique de suivi et d'appui à la gestion de la sécurité alimentaire. Merci de nous avoir éclairé sur ce thème-là que je vais me permettre de rappeler. Menace à la sécurité alimentaire en Afrique et au Bénin, entre le poids de la démographie et les systèmes de production agricole. Mesdames et messieurs, nous vous remercions également de nous avoir suivis. Merci de votre présence chaque fois qu'il y a Terre Actu. On va se donner rendez-vous le vendredi prochain à partir de 21h30. Mais dès lors, rendez-vous demain, samedi, à partir de 17h pour la rediffusion de cette émission et en replay sur AgriCarrefour TV. Bonsoir chez vous.